fini toute l'actu vue du Sud. Voici les titres. Ça passe pour les Bleus. L'équipe de France s'est qualifiée dans la douleur face au Nigeria grâce à 2 buts inscrits en fin de match. Les joueurs de Didier Deschamps sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Le procès en révision d'Abdelkader Adzimani et de Abderrahim El Jabri aux assises s'est ouvert aujourd'hui à Nîmes, dans le Gard. Les 2 hommes avaient été condamnés pour le meurtre d'un dealer à Lunen. Le verdict a été annulé en 2013. Et puis 5 ans après le crash de la Yéménia au large des Comores, les familles de victimes attendent toujours de connaître la vérité sur les circonstances de l'accident. Une cérémonie de commémoration s'est tenue hier à la Maison de la Région à Marseille. Mais tout d'abord, donc, on débute avec l'événement sportif du jour et la nouvelle victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Les Bleus se sont imposés face au Nigeria dans ses 8e de finale à Brasilia, 2-0. Des réalisations signées Paul Pogba et Joseph Yobo contre son camp. 2 buts inscrits en fin de match. Contrairement à ce que laisse penser le score, les Français ont eu du mal à trouver la faille face à une équipe du Nigeria dangereuse. Mais peu importe, l'essentiel est là. Les Bleus continuent leur route en quart de finale pour le plus grand bonheur des supporters. On écoute quelques réactions recueillies à Marseille par Romain Péric. Très belle victoire, nous les avons eu au physique et je suis très content. Les 20 dernières minutes, magnifique. 2-0, quart de finale. Normalement on prend des Allemands mais j'espère pas. Donc voilà. Ils nous ont délivré et on est content. Voilà, on est content d'aller en quart. Ouais. Bon, en espérant qu'ils ne rencontrent pas l'Algérie en demi parce que je vais mal. Non, j'espère que les Algériens vont se qualifier aussi. Ouais, vous venez de l'entendre, la France passe en quart de finale et les Bleus rencontreront le vainqueur du match Allemagne-Algérie, un match qui se joue en ce moment même à Porto Alegre. Et pour cette rencontre, les supporters algériens sont placés sous haute surveillance à Marseille pour éviter les débordements qui se sont produits la semaine dernière lors de la qualification des Fennecs. Le dispositif de sécurité a été renforcé ce soir dans le centre-ville. Environ 400 CRS sont mobilisés. On écoute Caroline Posementier, adjointe au maire de Marseille, déléguée à la sécurité. Elle est interrogée par Barbara Tornambé. Il s'agit d'un dispositif qui permettra d'encadrer notamment des lieux comme le grand centre-ville. Mais ce qui est essentiel, c'est que s'il est légitime que des supporters puissent exprimer leur joie à l'occasion d'un match de Coupe du Monde, quelle que soit l'équipe qui soit en lice, eh bien, il est inadmissible qu'une poignée d'individus se comportent en voyous et c'est ceux-là contre lesquels nous demandons les sanctions les plus sévères et l'attention la plus particulière par les forces de sécurité publique ce soir à Marseille. Et les pouvoirs publics ne sont pas les seuls à appeler les supporters au calme. À Montpellier, les autorités religieuses musulmanes demandent aux Algériens musulmans de respecter le Ramadan, qui n'est pas simplement un jeûne, mais aussi un mois de spiritualité et de retenue. On écoute l'imam de la grande mosquée de La Paillade. La définition du jeûne, avant tout, c'est le silence. Un grand respect, le respect du voisinage, le respect d'autrui, le respect des musulmans, le respect de la société. Donc il y a un match de foot ce soir, s'il m'écoute, qu'il garde le silence, le respect. C'est bien de manifester la joie après une manifestation sportive, mais c'est dans le calme et dans le silence. Et à propos de football, alors que les Français se sont qualifiés pour les quarts de finale à Montpellier, les joueurs du MHSC ont repris le chemin de l'entraînement au domaine de Gramont. Quelques recrues ont déjà pris leur marque, mais le mercato n'est pas encore terminé, suspendu notamment au résultat des internationaux engagés dans ce mondial du Brésil. Parmi eux, un certain Rémi Cabella. Reportage. L'entraînement bat son plein ce lundi au domaine de Gramont, mais sans Rémi Cabella. L'attaquant du MHSC a rejoint la liste des 23 in extremis pour le mondial, mais n'est pas encore entré sur le terrain, aux grandes dames de l'entraîneur, Roland Courbis. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu mettre un petit peu le nez à la fenêtre contre l'Équateur. Là, ça sera difficile pour lui, sauf blessure, mais enfin, c'est déjà bien qu'il soit là et qu'il fasse partie des joueurs importants pour cette après-Coupe du Monde et dans la préparation du championnat d'Europe qui sera organisé en France.
En cette période de mercato, Rémi Cabella reste convoité par des clubs français et internationaux, et notamment l'Olympique de Marseille, pour qui Louis Nicolin ne cédera pas en dessous de 16 millions d'euros. Mais le président du club attend la fin du mondial pour trancher. Je crois qu'il y a Alessandrini qui a signé, donc Rémi, à mon avis, ils ne peuvent pas se payer et Alessandrini et Cabella. Maintenant, s'ils le veulent, on le vendra, mais au prix qu'on veut. Newcastle qui a fait des offres, mais on a rejeté les offres, voilà. Point à la ligne. Les Jeux seront certainement faits pour la reprise du championnat le 9 août prochain pour Montpellier, qui reçoit les Girondins de Bordeaux avant de se déplacer à Marseille pour la deuxième journée de Ligue 1. Et le foot est décidément à la une de l'actualité aujourd'hui avec un dossier important, le dossier du Stade Vélodrome qui a été abordé au conseil municipal de Marseille. L'enceinte a été entièrement rénovée, des travaux qui ont coûté très cher et aujourd'hui la question était de savoir combien l'Olympique de Marseille devait payer son loyer pour jouer au Vélodrome. Le club et la ville sont toujours en train de négocier et l'opposition se demande si la mairie réussira à amortir le coût des travaux. Ali Martiniki. Agrandi, couvert aux normes des compétitions européennes et mondiales. 242 millions d'euros sont nécessaires pour rénover le stade Vélodrome. Au conseil municipal, le débat est ouvert. Près de 300 millions d'investissements dans un stade Vélodrome, je pense que c'est pas la priorité effectivement à Marseille quand on voit les équipements sportifs, l'état des écoles, etc. Des négociations ont été entamées avec l'Olympique de Marseille. Dans l'attente d'un accord ferme et définitif, la mairie a voté un tarif forfaitaire par match. Rapporté à 21 matchs, Coupe de France et autres compétitions nationales, soit environ 380 000 euros par match. La Chambre régionale des comptes préconise donc d'imposer un loyer de 8 millions d'euros par an au titre de l'exploitation des installations. Les élus de l'opposition espèrent que l'OM accepte ces conditions. L'Olympique de Marseille paie ce qu'il doit dans cette affaire en versant les 8, 9, 10 millions d'euros qui reviennent à la ville après avoir bénéficié pendant trop longtemps d'une quasi-gratuité. Un parking relais de 750 places, une promenade piétonne, un nouveau quartier intégrant 600 logements. Le projet Vélodrome est un vaste chantier. L'inauguration du nouveau stade aura lieu le 6 septembre prochain. Et à ce propos, regardez ce que vient de publier le club de l'Olympique de Marseille sur son site officiel par la voix du directeur général Philippe Pérez. Il s'agit tout simplement du loyer le plus élevé jamais réclamé en Europe et de loin. Notre club ne versera jamais une telle somme. Payer 8 millions d'euros chaque année pendant 31 ans signerait l'arrêt de mort de l'Olympique de Marseille. Fin de citation. Le club menace donc tout simplement de ne plus jouer au Vélodrome. Dans le reste de l'actualité, ils ont toujours clamé leur innocence. Le procès en révision de deux hommes condamnés à 20 ans de réclusion s'est ouvert ce matin aux assises du Gard à Nîmes. Ils ont été jugés en 1997, mais le verdict a été annulé et d'autres coupables ont été condamnés pour ces assassinats. Le procès en révision doit déterminer s'il y a eu ou non une erreur judiciaire. Olivier Michel. Après 12 et 13 ans passés derrière les barreaux pour le meurtre à Lunel d'un jeune dealer, Abdelkader Azimani et Abderrahim El Jabri, qui ont toujours clamé leur innocence, attendent de ce procès en révision que toute la lumière soit faite sur ce qui pourrait être une erreur judiciaire pour essayer de tourner la page. Aujourd'hui, j'espère que c'est le bout du tunnel, après 17 ans de combat acharné. Et j'espère qu'aujourd'hui, on aura l'acquittement et ça sera la fin d'un cauchemar. Parce que c'est pas seulement 11 ans ou 17 ans qu'on nous a pris, mais c'est toute notre vie. Brisée. On attend clairement notre acquittement et les réponses qui nous ont amenés à être condamnés. Les deux hommes avaient été condamnés à 20 ans de réclusion pour le meurtre d'Abdel Aziz Djilal, poignardé à 112 reprises. Un verdict annulé le 15 mai 2013 suite au revirement d'un témoin et à des expertises ADN qui ont conduit à l'interpellation et à la condamnation pour assassinat de Michel Boulma et Bouziane Elali, qui a reconnu avoir porté des coups de couteau. Deux personnes qui ont également mis hors de cause M. Azimani et El Jabri, qui attendent aujourd'hui un mea culpa rarissime de la justice.
C'est un procès historique parce qu'on est face au 9e et 10e cas de révision, que 28 magistrats de la Cour de cassation se sont penchés sur cette procédure et ont déclaré qu'il y avait un doute raisonnable et ont annulé une précédente condamnation. On est donc dans l'histoire de la justice et on demande à la justice de reconnaître qu'elle s'est trompée. Le procès devrait durer 4 jours. Depuis 1945, seuls 8 condamnés pour crime ont obtenu un acquittement. En bref, un jeune homme connu des services de police a été abattu la nuit dernière à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. La victime, âgée de 29 ans, se trouvait à proximité de son domicile dans une résidence de l'avenue Émile Ripert avec sa compagne lorsqu'un homme s'est porté à sa hauteur et lui a tiré dessus. Les faits se sont produits vers 1h45. Il s'agit du 11e homicide par balle dans le département depuis le début de l'année. Et puis, en bref, toujours, un homme d'une trentaine d'années a été grièvement blessé hier soir dans une attraction de la fête foraine de Palavas-les-Flots. Ce touriste était monté dans un wagon du toboggan infernal où il a été retrouvé blessé à la tête et inconscient. Il a été hospitalisé au CHU de Montpellier. L'attraction est fermée. Une expertise doit avoir lieu demain pour vérifier d'éventuels dysfonctionnements ou anomalies sur ce manège. Un appel à témoins a été lancé par la brigade de Palavas en charge de l'enquête. Le 30 juin 2009, 152 personnes étaient portées disparues dans l'océan Indien. 5 ans après le crash de l'A310 de la compagnie Yemenia au large des Comores, les familles de victimes attendent toujours de connaître la vérité sur les circonstances de cet accident. Une cérémonie de commémoration s'est tenue hier à la maison de la région de Marseille. C'est un reportage d'Ali Martiniki. Des larmes de souffrance mais aussi de désespoir. 5 ans après le drame qui a coûté la vie à 152 personnes dans le crash d'un Airbus A310 de la compagnie Yemenia au large des Comores, les familles de victimes attendent toujours la vérité. Yemenia a d'abord voulu faire appliquer toutes les limitations des conventions de Montréal et de Varsovie. Elle l'a fait au motif que les enquêtes n'étaient en cours, mais en même temps, elle se refusait à fournir les éléments en sa possession et en sa seule possession pour que ces enquêtes puissent progresser. Yemenia m'a tué, la France m'a sacrifié. Voilà l'un des slogans de cette journée de commémoration. L'association des familles de victimes du crash aérien regrette que les intérêts économiques et diplomatiques entre la France, les Comores et le Yémen priment sur toute autre chose. On se sent tout seul, perdu. On n'a pas le soutien de l'État comorien. L'État français travaille à minima. Donc sans les avocats, on se serait retrouvé vraiment tout seul. Certains membres de la communauté comorienne continuent d'embarquer dans les avions de la Yemenia depuis Paris. Au niveau de la communauté comorienne, nous sommes complètement choqués. On ne comprend pas comment des personnes censées acceptent ou continuent de mettre leur vie en danger, en connaissance de cause. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Sharm el-Sheikh, Rio-Paris, Panama-Fort-de-France, Sana Moroni, les familles de victimes sont réunies pour ne jamais oublier les disparus. Yemenia a été mise en examen en 2013. Un procès civil aura lieu le 8 septembre prochain. En attendant, le procès pénal.